physique ici à l'INSEP. Et donc, globalement, comme l'a dit Michel, il portait sur l'optimisation et l'individualisation en fait de la quantification de la charge d'entraînement. Et donc, je l'ai effectué sur les joueurs de badminton de l'INSEP. Donc, juste avant de commencer, je vais me faire une rapide présentation. Alors, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, je vais faire une rapide présentation. Donc, moi, j'ai effectué une licence STAPS du coup à l'Université de Bretagne occidentale à Brest. Donc, une licence plutôt axée sur l'activité physique adaptée. Et donc, après, j'ai décidé d'intégrer un master cette fois-ci spécialisé dans l'entraînement sportif. Et donc, j'ai intégré le master STAPS donc à l'INSEP. J'ai effectué mon stage de master 1 d'abord au Pôle France de boxe donc aussi à l'INSEP. Et après, pour ma deuxième année de master, du coup, j'ai travaillé au pôle olympique de badminton avec Enzo et notamment Lucas. Et du coup, j'ai effectué mon mémoire de master 2 donc sur ce sujet avec eux. Et actuellement, je travaille toujours à l'INSEP. Donc en fait, je suis sport scientist au sein de l'équipe France.sport. Donc c'est une équipe qui a été montée par l'INSEP, l'Agence nationale du sport et le ministère des Sports. Donc il y a différents corps de métier et l'idée c'est on est toute une équipe qui est mise à disposition des pôles et des fédérations des établissements de France dans un but d'optimisation de la performance, d'accompagnement des staffs. Voilà, il y a vraiment divers corps de métier au sein de cette équipe. Et donc, du coup, moi, je suis sport scientist depuis septembre. Voilà. Donc, du coup, avant de commencer, donc, comme je vous l'ai dit, ce mémoire, il a été effectué dans le cadre de mon Master 2. Donc, l'idée, c'était de venir répondre à la fois aux attentes de mon master et aussi aux attentes du pôle, puisque j'ai intégré donc, le pôle durant mon stage qui était de environ octobre jusqu'à juin. Et donc l'idée, ça a été de en fait mettre mes services au service, me mettre au service du pôle de façon à avancer, à aider en fait Lucas et Enzo sur l'avancée de leur projet. Donc on a mis quelques semaines à trouver un sujet de mémoire qui pourrait à la fois répondre aux attendus de mon master et aussi aux attendus de la fédération, enfin du pôle. Et donc, on est parti du coup sur le suivi longitudinal et transversal de la charge d'entraînement, avec un objectif d'instaurer et de répondre à un suivi d'état de forme global chez les joueurs et de capter du coup les différences de perception interindividuelle au niveau de la charge d'entraînement. Donc, avant de commencer, pour que ce soit le plus explicite possible pour tout le monde, je vais faire quelques éléments de définition. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est la charge d'entraînement? En fait, la charge d'entraînement, on peut venir la définir comme étant une valeur qui va décrire la dose d'effort induite par la combinaison de variables d'exercice. Dans cette charge d'entraînement, on va distinguer la charge interne qui va représenter des facteurs de stress biologiques, à la fois physiologiques et psychologiques, imposés à l'athlète pendant l'entraînement ou la compétition, et la charge d'entraînement externe qui, elle, va correspondre à des mesures objectives de travail effectuée par l'athlète et qui est évaluée en fait indépendamment de la charge interne. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? La charge interne, ça va être plus la réponse de l'athlète à l'effort. Vraiment tout ce qui est physiologique plutôt en lui. Et la charge externe, c'est juste le travail qu'on va prescrire à l'athlète. Donc par exemple, ça va être 3 fois 5 reps. Là, on est vraiment sur la charge externe. Et du coup, pourquoi c'est important donc cette notion de charge d'entraînement? Parce que en fait, ça va être une composante essentielle dans le sport de haut niveau. Ça va permettre de superviser l'entraînement, d'améliorer les performances et de réduire le risque de blessure. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que un athlète qui a par exemple 18 ans, qui est l'année de son bac, qui a ses études à gérer, Parcoursup, des choses comme ça, et qui s'entraîne de la même manière qu'un autre athlète qui, lui, est athlète professionnel et donc pense uniquement à sa récup, n'a pas ces tracas justement d'avenir d'études, et ben au final, ils vont pas nécessairement répondre de la même manière euh, à la même charge prescrite parce que du coup, après, le mode de vie est totalement différent. Donc, c'est pour ça que c'est important, en fait, de venir faire ce travail de quantification de charge d'entraînement et d'individualisation, du coup. Donc, justement, pour quantifier cette charge d'entraînement, il y a plusieurs méthodes qui existent. Une méthode qui est relativement connue et mise en place, c'est la méthode du RPE. Donc, le RPE, en fait, c'est une mesure quantitative de la perception de l'effort qui va venir reposer sur l'évaluation subjective de l'athlète de son intensité d'effort physique perçu.
Donc c'est un outil qui est largement utilisé pour sa simplicité, son accessibilité et sa validation scientifique, puisqu'il y a de nombreuses études qui ont été menées dessus. Et donc concrètement, ça va être après l'entraînement, je viens poser une question à mon athlète, sur une échelle de 0 à 10, à quel point tu évalues la difficulté de ton effort. Et donc il va évaluer du coup de 0 à 10 avec une échelle et ça va nous donner son RPE de la séance. Et donc après ça, il y a une méthode qui s'appelle la méthode session RPE qui va venir permettre en fait de faire une quantification de la charge d'entraînement de la séance. Donc pour ça, on va multiplier le RPE de la séance par la durée. Et donc si on a plusieurs séances dans la journée, on vient faire la somme de ces deux séances. Ensuite, on a également le modèle ACWR, donc qui là consiste à faire un ratio, donc un ratio de la charge aiguë, ça va correspondre à la charge des 7 derniers jours, et un ratio de la charge chronique, ça va correspondre aux 28 derniers jours. Donc en fait, suite à ça, il va y avoir une sorte de zone idéale qui va être définie et une zone de danger qui va être définie. Donc la zone idéale, elle est définie entre 0,8 et 1,3 et on dit que l'athlète est en zone de danger au-dessus d'1,5. Cette méthode, elle est un peu critiquée dans la littérature parce que c'est une méthode qui vient uniquement montrer les tendances générales et qui vient donc masquer les fluctuations qu'on peut retrouver dans un cycle de charge avec par exemple des pics ou des creux de charge en fonction de la période dans laquelle on est dans la saison. Et en plus de ça, en fait, cette méthode, elle vient attribuer un poids qui est équivalent à toutes les séances d'entraînement. Donc que l'entraînement il a été fait la veille ou il y a 3 semaines, et ben en fait on va avoir le même poids au niveau de la charge de la séance. Donc du coup, pour répondre à cette problématique, il y a une autre méthode qui a été proposée, qui cette fois-ci est la méthode du REDI, et qui du coup vient reposer sur un modèle de pondération exponentielle. Donc en fait, cette méthode, a priori, permettrait de mieux refléter les fluctuations de charge d'entraînement. Et surtout, un des gros points forts de cette méthode, c'est qu'elle permet d'assurer une continuité dans le suivi de la charge, puisque son modèle s'appuie sur un calcul adaptatif. Donc concrètement, ça signifie qu'en fait, jusqu'à 30% de données manquantes, ce modèle serait applicable. Donc c'est un modèle qui est très intéressant parce que une des plus grosses contraintes dans le sport, c'est que on a beaucoup de données enfin ça peut arriver d'avoir des données manquantes, notamment dans un suivi longitudinal. Et donc du coup, cette méthode permet de valider jusqu'à 30% de données manquantes. Et donc en fait, après, on a un paramètre lambda. Donc dans le calcul, là, je ne vous ai pas mis parce que c'est un calcul assez, assez compliqué, on va dire. Et donc du coup, lambda, ça va être un paramètre qui va permettre d'ajuster en fait la pondération du coup de notre ready. Et donc plus notre lambda il va être petit et plus les anciens efforts ils vont garder une influence marquée. Et à l'inverse, si je choisis un lambda qui va être plus élevé, je vais avoir plus de poids sur mes efforts récents. Voilà. Donc voilà pour les différentes méthodes de quantification de la charge que je vous ai présentées. Et donc maintenant, on va pouvoir s'attarder au corps du sujet qui est de savoir comment mieux individualiser la charge d'entraînement en badminton élite. Donc moi, mon mémoire, je l'ai fait du coup, comme je vous ai précisé, sur les athlètes du pôle olympique de l'INSEP. Donc à l'époque, ça correspondait à 23 athlètes seniors, donc composés de 13 filles, 10 hommes, et répartis en 6 joueurs de simple et 17 joueurs de double. Et donc la récolte de données, elle s'est faite du 30 septembre 2024 au 5 avril 2025. Donc on avait quand même une période temporelle assez conséquente qui du coup nous a permis de faire pas mal d'études et de sortir des beaux résultats. Donc, lorsque je suis arrivée au pôle, du coup, comme je vous avais précisé, j'ai travaillé avec notamment Enzo et Lucas et d'autres stagiaires aussi qui étaient présents. Et en fait, quand je suis arrivée, il y avait déjà du coup certaines choses qui étaient mises en place au niveau de la collecte de données. Donc, notamment la mise en place des questionnaires du matin. Donc, c'est-à-dire que ça fonctionnait de façon à ce que lorsque les athlètes se réveillaient le matin, ils avaient du coup sur l'application Athlète 360 un questionnaire du matin sur lequel ils doivent remplir plusieurs réponses à des questions. Donc, entre autres, des questions où ils évaluaient leur niveau de fatigue, leur niveau de stress, leur niveau de motivation, leur qualité de sommeil et leur niveau de raideur musculaire au niveau des courbatures, etc.
Il peut y avoir également d'autres questions bonus, on va dire, où ils évaluaient, ils rentraient leur temps de sommeil, s'ils avaient des douleurs, des gènes, etc. Donc ça, c'était déjà mis en place. Et donc l'idée, c'était justement en fait de venir utiliser ces données et de voir comment on pouvait les mettre à profit. Et donc après, il y avait également donc le RPE dont je vous ai parlé juste avant, où pareil, après chaque séance, les athlètes devaient remplir leur perception de l'effort. Donc sur également leur téléphone et l'application Athlète 360. Et après, du coup, le dernier paramètre qui était déjà mis en place, c'était les accéléromètres. Donc ça, vous les avez peut-être déjà vus si vous regardez les compétitions, puisque maintenant les athlètes les ont également en compétition. Donc c'est les petits capteurs qui sont accrochés aux shorts. Donc en fait, ça correspond à des accéléromètres qui vont venir permettre de quantifier les accélérations. Donc ça va faire une quantification de leur déplacement et de leur intensité de déplacement. Et donc pour ça, on utilise donc le même capteur pour chaque athlète. Donc c'est-à-dire que les capteurs sont numérotés et donc chaque athlète a son propre numéro. Donc comme ça, au niveau de la reproductibilité, on essaye d'être le plus reproductible. Et donc ces capteurs, pourquoi ils sont fixés aux shorts? Parce qu'en fait, ça a été montré dans la littérature que c'est à cet endroit qu'on a une capacité optimale pour mesurer la cinématique du centre de masse et donc estimer la dépense énergétique. Et surtout, pour eux, ça les limite dans la confort. La plupart du temps, ils ne s'en souviennent plus à la fin de la séance. Donc vraiment, il n'y a pas de gêne là-dessus. Et donc comment ça se passait? C'est que les athlètes, du coup, ils venaient récupérer les capteurs en début de séance, ils les accrochaient à leurs shorts. Nous, on venait du coup lancer l'enregistrement des capteurs, donc lancer l'enregistrement pour toute la séance. Et à la fin de la séance, en fait, les athlètes enlèvent leurs petits capteurs, ils nous les déposent, on les arrête, et ensuite on fait l'export des données donc sur un logiciel. Et après, du coup, il y a tout un traitement de données qui est fait à travers des scripts. Et donc, on obtient grâce à ça les données d'accélération des joueurs. Donc, du coup, si je dois résumer la collecte des données qui a été effectuée, donc au réveil, les athlètes remplissaient leur questionnaire d'état de forme sur du coup Athlète 360. Ensuite, ils arrivaient à l'entraînement. Au début de séance, ils récupéraient leur accéléro. Il y avait le lancement des accéléromètres. Et à la fin de la séance, les accéléromètres étaient arrêtés. Et du coup, les athlètes remplissaient leur RPE post-séance. Et nous, après, de notre côté, on faisait l'export des données d'accélérométrie. Donc là, vraiment, le problème qui a été soulevé, moi, quand je suis arrivée au sein de la fédération, c'est qu'on a constaté qu'il y avait quand même beaucoup de demandes qui étaient faites aux joueurs sans vraiment de retour ni de quantification de la charge qui a été effectuée. Donc là, enfin, le questionnement qu'on a élaboré avec le staff, c'était vraiment comment on peut faire pour quantifier la charge d'entraînement à partir de ces indicateurs-là et ne pas rajouter en fait plus de demandes aux joueurs. C'est-à-dire que là, on avait déjà une bonne masse d'informations et donc comment à partir de ça, nous, on peut faire en sorte d'avoir une quantification de la charge d'entraînement la plus optimale, mais aussi la plus valide, c'est-à-dire que bah, si jamais il y a des données manquantes, comment on peut les prendre en compte, etc. Donc ça a été vraiment en fait le fil conducteur qui a conduit en fait tout notre travail ensemble. Et donc on est parti vraiment de cette base-là de volonté de ne pas rajouter en fait plus de demandes au niveau des joueurs et de partir de ce qui était déjà mis en place. Et donc du coup au fil en fait de notre travail, au fil des semaines qui ont été écoulées, on s'est rendu compte que oui, il y avait ça qui était mis en place, mais qu'on rencontrait un problème majeur qui était le remplissage du RPE. Globalement, le remplissage du matin, c'était très bien suivi pour la plupart des joueurs. Forcément, il y en avait qui étaient plus assidus que d'autres, mais c'était globalement les résultats étaient très bons. Mais au niveau du RPE post-séance, on avait vraiment un petit manquement au niveau des remplissages et donc il y avait très régulièrement besoin de relancer les joueurs sur des groupes WhatsApp parce qu'on constatait qu'ils répondaient pas. Donc du coup, on s'est questionné nous sur savoir bah, comment on pouvait en fait augmenter l'engagement des joueurs. On ne t'entend plus, Clara. Clara? Vous m'entendez? Oui, là c'est bon. C'est bon, Pardon, vas-y. je sais pas ce que.
Donc je disais qu'on s'est questionné du coup avec le staff pour savoir comment garder en fait et accentuer cet engagement des joueurs. Et donc il y a plusieurs choses qui ont été mises en place. Dans un premier temps, on a fait des rapports en fait hebdomadaires où toutes les semaines, on a envoyé du coup des rapports qui reprenaient les questionnaires du matin et du coup les questionnaires post-séance. Et donc on envoyait chaque semaine les rapports aux joueurs pour leur montrer qu'en fait, bah, ce qui rentrait, c'était analysé, c'était regardé. Voilà, il y avait vraiment un intérêt aussi de notre part derrière et du coup du staff en général. Donc voilà, donc ça c'était la première étape qu'on avait faite. Et l'idée ensuite, ça a été de chercher des On ne t'entend plus là non plus. salles à des endroits stratégiques, donc à Ouais. côté de la porte, de façon à ce que... Il y a eu un trou de 15 secondes à peu près. Pardon, je suis désolée. Non, non, mais vas-y, continue, continue. Donc on a cherché à mettre des affiches à des endroits stratégiques de la salle pour que les joueurs en fait voient l'échelle de perception de l'effort et pensent à remplir leur RPE. Donc on a mis à côté des portes, à côté des vestiaires. C'était pas nécessairement la meilleure solution. Et donc après, en fait, ce qui est venu et ce qui là a plutôt très bien marché, ça a été de disposer donc des tablettes dans la salle d'entraînement à des endroits là encore stratégiques. Donc par exemple, comme on peut voir sur l'image, après du coup après leur entraînement, les athlètes venaient déposer leur accéléromètre sur une table. Et donc l'idée, ça a été de mettre les tablettes à cet endroit-là, puisque les athlètes passaient forcément par cette table-là. Ils n'avaient pas le choix de redéposer leur accéléromètre à cet endroit. Donc automatiquement, ils voyaient la tablette. Et donc en fait, sur la tablette, on avait relié à Athlète 360. Et donc ça se présentait sous la forme que l'athlète voyait... En fait, il y avait toutes les têtes du groupe qui étaient affichées avec leur image. Et du coup, l'athlète venait sélectionner donc sa photo et rentrer son questionnaire. Donc les questionnaires, je ne l'ai pas précisé, mais c'est très très rapide à remplir. Le questionnaire du matin, on est environ sur 3 minutes et le questionnaire post-séance, on est sur 1 minute. Et donc, l'athlète remplissait du coup très rapidement son RPE post-séance. Et ça, c'est une technique qui a plutôt bien marché et c'est une technique qu'aujourd'hui, moi, je conseille dans séance. Eh ben, je leur conseille justement cette technique de mise à disposition de tablettes dans la salle, puisque bah, en général, ça fonctionne plutôt bien. Et puis puis c'est rapide. Et avec les endroits stratégiques, c'est le top. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que le problème majeur des données manquantes, du coup, nous, ça nous a fortement concernés. Et donc l'idée, ça a été très instructeur pour moi d'être dans cette démarche de réflexion, du coup, avec Enzo. Pour voir bah, comment on peut faire pour pallier ce problème et vraiment donc il y avait le problème de retrouver de trouver l'intérêt des joueurs, d'améliorer le remplissage. Mais ça, on s'est rendu compte en fait plusieurs semaines après que la récolte de données elle avait commencé. Donc il a fallu aussi trouver nous bah, comment on peut faire pour que bah, en fait toutes les semaines de données qu'on a déjà récoltées, elles ne soient pas elles ne soient plus valides et qu'on puisse quand même les utiliser. Donc c'est là que nous est venue l'idée en fait de faire une analyse entre les RPE coach et les RPE joueurs. Parce que ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est que donc on récoltait les RPE des joueurs post-séance, mais on avait également en fait les RPE coach, donc les RPE prévisionnels, qui étaient rentrés avant chaque séance pour chaque athlète, ou du moins pour le groupe d'athlètes. Donc en fait, l'idée, ça a été de chercher à comprendre, à voir quelle différence il pouvait y avoir entre le RPE prévu par les coachs et le RPE rentré par le joueur. Donc pour ça, on a fait du coup des analyses statistiques et on a trouvé qu'en moyenne, on avait un biais de moins 0,8. Donc c'est-à-dire que en général, les coachs avaient tendance à légèrement surestimer de environ quasiment un point de RPE, le RPE réel des joueurs. Et donc, en fait, ce qu'on s'est rendu compte également, c'est que plus les RPE étaient bas, plus il y allait avoir une différence entre
le RPE prévu des coachs et le RPE rentré par les joueurs. Donc là, en fait, c'est les traits rouges qu'on peut voir sur la diapositive, pardon. Donc en fait, au-dessus de 4, d'un RPE égal à 4, on se rend compte que l'écart il diminue. Et donc on peut se dire que en fait, la substitution des RPE joueurs par ceux des coachs, elle peut être envisagée, mais peut-être de manière plus ciblée et non systématique. On peut se dire qu'à partir d'un RPE prévu supérieur à 4, 5, on peut prendre le RPE des coachs. Et donc en fait, nous, on est parti dans cette optique-là de voir si du coup pour nous, c'était possible, lorsqu'on avait des RPE manquants pour les joueurs, du coup de prendre le RPE des coachs. Donc là, on en a déduit que maintenant qu'on avait connaissance de ce biais, pour nous, c'était totalement possible en fait de faire ce remplacement-là. Et donc après, il a fallu comparer en fait deux méthodes de calcul au niveau de la méthode session RPE. Donc c'est la méthode que je vous ai présentée au tout début. Donc en fait, pourquoi on a fait cette comparaison-là? Parce que oui, on avait le RPE des coachs, mais certains coachs nous donnaient uniquement un RPE journée. Donc c'est-à-dire que la plupart du temps, les athlètes en badminton, ils avaient 2 séances par jour, une séance le matin et une séance l'après-midi. Et donc, certains coachs allaient nous donner un RPE 7 pour la journée, au lieu de nous donner un RPE matin et un RPE après-midi. Donc là, l'idée, ça a été de voir si pour nous, c'était possible, en fait, de prendre ce RPE journée et donc, du coup, de passer de la méthode classique de calcul du SRPE qui consiste à multiplier le RPE de la session par la durée de la session. Donc, globalement, si j'ai 2 sessions dans ma journée, à multiplier le RPE du matin par ma durée de séance du matin et de l'additionner à mon RPE de l'après-midi par ma durée de l'après-midi. Et donc, du coup, de voir si, au lieu de faire cette méthode-là, c'était possible de prendre uniquement mon RPE journée et de le multiplier par la somme de ma durée, en fait, de mes séances. Donc, pour ça, on a fait une méthode statistique qui nous a montré que c'était totalement possible. Donc, c'était totalement valide scientifiquement. Et donc, ça nous a permis, en fait, d'avoir un compromis entre rigueur scientifique et faisabilité, puisque, avec cette validation scientifique, en fait, on passe de 2 RPE par jour à uniquement un seul RPE journée. Donc, on allège en fait la demande aussi bien pour les staffs que pour l'athlète. Donc, ça nous montre en fait que la validité des indicateurs de charge, elle repose aussi bien sur leur robustesse, mais aussi sur leur applicabilité dans des contextes réels, où en fait, là, l'avantage, enfin, le questionnement qu'il a fallu se poser, c'est au niveau de la flexibilité. On a vraiment cherché à trouver des alternatives pour justement que en fait, ce qui est proposé dans la littérature soit adapté sur le terrain et aux contraintes du terrain, à savoir ici des données manquantes, des coachs qui nous donnent uniquement un RPE journée au lieu d'un RPE session. Et donc, on s'est retrouvé du coup à faire des réflexions là-dessus. Donc, une fois qu'on avait du coup validé notre nouvelle méthode de calcul alternative, on avait en fait, on savait comment calculer notre charge en fait quotidienne, notre charge d'entraînement. Et donc après, la deuxième réflexion de mon travail s'est posée en fait sur plus les données du matin, donc les données du questionnaire, où là, en fait, on s'est dit, on se retrouve avec, vu qu'il y avait 5 questions principales qui nous intéressaient, on se retrouve avec 5 données pour représenter, en fait, l'idée c'était de représenter l'état de forme des athlètes. Mais là, on avait 5 données différentes. Donc là, on a décidé de faire une analyse en composantes principales qui représente en fait une méthode statistique qui va nous permettre de déterminer une variable clé, donc une seule variable, dans un environnement à forte donnée. Donc là, l'idée, nous, on a fait notre analyse en composantes principales et en fait, on a trouvé une dimension donc qui s'appelle du coup notre composante numéro 1, qui nous donnait une interprétation intuitive de l'état de forme, puisqu'en fait, on se retrouvait à un état positif, donc de bien-être enfin de bien-être physique et mental, qui allait vers un état de fatigue généralisé. Donc ça, c'était en fait notre variable, donc notre variable principale.
et du coup qui nous offrait un, un, un indicateur unique. Donc en fait là, ce que vous avez sur votre écran, c'est un peu de ce dont à quoi on passe. Donc là, on avait en fait nos 5 indicateurs qu'on prend en compte dans notre questionnaire du matin. Et ensuite, on passe du coup à notre analyse composante principale qui en fait reprend ces 5 indicateurs-là et qui du coup nous permet d'avoir une seule variable et qui nous représente en fait l'état de forme de notre athlète au fil de la saison. Voilà. Donc là, j'arrive à la conclusion du coup de ma présentation. Donc l'idée en fait principale que je voulais dégager dans cette présentation, c'était vraiment surtout de montrer l'aspect terrain et de voir comment c'est possible d'adapter ce qui est proposé dans la littérature aux contraintes du terrain. Tout ce qui a été fait sur ce travail au niveau de réflexion des données manquantes, c'est quelque chose que moi je remets en place aujourd'hui dans mon activité professionnelle, puisque bah, voilà, capter et garder l'intérêt des joueurs, c'est malheureusement un des plus gros challenges aussi dans tout ce qui va être remplissage et donc récolte des données. Et donc, du coup, tout ce qui a permis, en fait, ces petites choses qui ont permis de trouver des petites techniques et de voir comment c'était possible d'adapter en fait tout ce qui était fait, et ben, c'était ça que je voulais vous retransmettre aujourd'hui. Donc surtout aussi ce travail, ça a permis en fait de fiabiliser les données qui ont été récoltées et de répondre aux contraintes du terrain par une contribution concrète. Et donc les résultats, nous, qui nous ont été obtenus dans nos recherches, bah, elles ont pu confirmer la pertinence de la méthode session RPE comme outil central dans le contexte en fait de terrain. Et parce que ça reste une technique qui est très simple et qui permet en fait de refléter la perception individuelle de l'effort de l'athlète. Voilà, donc j'arrive à la fin de ma présentation. Je vous remercie pour votre écoute et puis si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci Clara, merci pour cette intervention qui en tout cas me semble très claire et très riche, mais je n'en doutais pas. Euh, Est-ce qu'il y a quelques personnes qui veulent se lancer sur quelques remarques, des questions? Bien sûr, Enzo, tu as le droit aussi, hein, même si tu connais le sujet par cœur, hein, je suppose. Oui, juste merci Clara pour la présentation très claire. Je vais dans le sens de ce qu'elle, des conclusions de Clara en expliquant que nous, c'est essentiel. C'est vrai qu'aujourd'hui, la donnée est partout et donc notre principale responsabilité, ça va être de faire en sorte de lui donner du sens et de la valeur. Parce que finalement, collecter de l'information, de la donnée, c'est quelque chose d'assez facile aujourd'hui. Il suffit d'acheter un capteur, mais quand même pas mal de problématiques associées à cette récolte. Et donc derrière, on a une responsabilité aussi intellectuelle vis-à-vis des collègues et donc des entraîneurs et des athlètes. Et donc cette idée de pouvoir diminuer aussi la charge d'interaction avec les athlètes, avec leurs formulaires, avec leurs capteurs, avec un certain nombre d'informations, c'est essentiel. Et donc le travail de Clara, il a permis justement de pouvoir affiner cette affiner et réduire finalement le nombre d'informations pour arriver sur des indicateurs qui sont aussi propres au badminton. Elle n'a pas présenté tout Mm. l'étendue de son travail, mais il y avait aussi dans ce ratio aigu-chronique la volonté de pouvoir personnaliser ce ratio en fonction du badminton, parce que bah, tous les sports n'ont pas nécessairement, en termes de temporalité aiguë et chronique, les mêmes ratios. Et donc ça a été aussi une grosse partie de son travail, qu'elle n'a pas présenté, mais qui permet d'entrevoir des personnalisations et une individualisation des indicateurs par rapport à notre contexte. Merci Enzo. Clara, tu peux peut-être mettre ta caméra pour qu'on te voit un petit peu? Oui, pardon, j'arrête le partage. Non, pas de souci, pas de souci.
Euh, Oui, du coup, pour oui. compléter, merci Enzo pour ton intervention et pour compléter un peu ce qu'il disait, c'est vrai que j'ai pas présenté tout ce que du coup on avait fait durant mon année avec eux au pôle olympique, puisque bah, j'étais un peu limitée par le temps, mais il y avait également tout un travail d'adaptation aussi des méthodes déjà utilisées dans la littérature, déjà validées, justement au contexte spécifique qu'est le badminton. Ok. Ok. Sylvain. Moi, j'ai une question. Du coup, est-ce que pendant les études, tout ça, vous avez souvent évalué des moments sur des joueurs où ils étaient en surcharge d'entraînement? Et si oui, est-ce que vous savez comment les entraîneurs ont individualisé un peu? Est-ce qu'ils ont réduit l'intensité des séances? Est-ce qu'ils ont réduit la longueur des séances pour ce genre de cas-là? Alors, de notre côté, enfin, du coup, au niveau des études qui ont été menées, il y a eu une grosse période, en fait, de récolte de données, où là, du coup, on récoltait la donnée en continu, et après, il y a eu une seconde phase de traitement de données. Donc, en fait, sur le moment, moi, de mon côté, je n'allais pas nécessairement enfin, il y a eu des retours qui ont été faits au niveau des coachs, par rapport notamment aux rapports, hebdomadaires qui ont été mis en place. Après, moi, dans mon côté stagiaire, j'ai effectué des rapports aux entraîneurs, etc., sur l'état de forme des joueurs, à la suite desquels il y a eu des entretiens notamment qui ont été menés avec les joueurs et les coachs. Mais au niveau du suivi de la charge, là, ça a été plus Enzo qui était davantage en relation avec les entraîneurs pour les conseiller. C'était plus en fait, il y a vraiment eu d'abord ce côté récolte de données et traitement ensuite. Et après, sur le côté longitudinal, là, c'était plus Enzo qui était en relation avec les entraîneurs et le staff et, euh, et du coup qui faisait les recommandations nécessaires. Ouais, je vais me permettre de compléter, c'est tout à fait ça. C'était deux temporalités différentes. Le travail de Clara, il devait permettre justement de pouvoir réutiliser les résultats de ses travaux. Quand il s'agit, on essaie d'accompagner les entraîneurs au quotidien dans leur, notamment vis-à-vis de la quantification de la charge d'entraînement et aussi en intégrant d'autres informations qu'on n'a pas mis en évidence ici, mais sur les douleurs, les blessures, des choses où on est aussi sur des aspects médicaux. Donc on vient croiser l'ensemble de ces informations. Il y a tellement d'informations que l'objectif, c'était de pouvoir réduire la dimension de ces informations-là. Et ce qu'elle a très bien expliqué avec l'ensemble des données déclaratives, notamment le matin, avoir un score, ça permet aussi aux entraîneurs d'un peu moins, que ça soit un peu moins confusant, ça peut partir dans tous les sens. Et donc on vient réduire à un ou deux indicateurs qui sont facilement euh, euh, compréhensibles. Et donc derrière, si on a besoin d'aller plus loin en détail, nous, on vient les aider là-dessus. Encore une fois, c'est la volonté de faciliter la compréhension de la donnée, mais on en croise énormément et donc l'objectif, c'est de toute façon les accompagner dans cette compréhension. Donc dès qu'il y a une surcharge, qu'elle est perçue par le staff et les différents membres du staff, évidemment, on interagit avec eux. Après, dans la remédiation et les choses qu'ils vont pouvoir mettre en place à l'entraînement, là, ça va dépendre des entraîneurs. Et donc, il n'y a pas de prédiction dans nos modèles. Il n'y a pas de capacité à vraiment expliquer si dans un jour ou deux, il y aura une blessure. Par contre, on est capable de les mettre voilà, de les alerter sur attention, si vous faites ça aujourd'hui, demain, ça risque d'être compliqué et en fin de semaine, on peut risquer la blessure. Merci Enzo. Sylvain, Merci Enzo. est-ce que tu as à peu près ce que en tout cas, est-ce que tu as une Oui, oui, réponse sur ouais, pas de laquelle tu peux problème. t'appuyer? Ouais. Ah non, c'est bon, nickel. Ok. Mais pour aller dans le même sens, si j'ai bien compris, Clara, au début, l'acculturation des athlètes, ça, c'était pas facile, hein, ok, et que vous avez réfléchi sur le fait que les athlètes y aillent plus facilement, ok, et vous avez établi avec la tablette un lien plus fort qu'avec WhatsApp et avec les affiches mises un peu partout.
Est-ce que vous avez senti aussi, alors c'est peut-être Enzo qui va peut-être répondre, mais est-ce que vous avez senti que les athlètes étaient de plus en plus demandeurs? Quand, par exemple, la tablette n'y était pas, ou quand toi, Clara, tu n'y étais pas, ou tu étais absente et il leur manquait quelque chose. Et est-ce que vous avez senti aussi de la part des entraîneurs, et là c'est là où c'est peut-être Enzo qui va répondre, ou au début pas trop intéressés et de plus en plus intéressés avec le travail que Clara notamment a fait, quoi. Euh, je peux peut-être répondre pour les athlètes et Enzo me complétera pour les entraîneurs. Pour les athlètes, je dirais que c'est plus devenu une habitude en fait pour eux au fur et à mesure. Et moi, je sais que par exemple, quand je les voyais, il y avait des jours où j'étais en cours, donc pas nécessairement présente au pôle. Et ils me disaient après, quand je les croisais sur site, ils me disaient, ah, t'étais pas là ce matin, j'ai oublié mon RPE parce que t'étais pas là, etc., etc. Ça a été plus, je pense, une habitude et une association aussi peut-être au Clara, Benjamin. Donc Benjamin, c'était l'autre stagiaire qui était présent avec moi, où du coup on était un peu les chasseurs de RPE et donc dans leur tête, ils nous ont associés aussi assez facilement au RPE. Après, je pense que avoir mis en place aussi et avoir autant insisté là-dessus, ça a sûrement généré en eux plus de curiosité et plus d'intérêt envers toute cette récolte et toutes ces interprétations derrière. D'autant plus que, voilà, comme l'a dit Enzo, on récoltait beaucoup de données avec les accéléros, etc. Et après, c'est individuel, mais oui, il y avait des athlètes qui étaient beaucoup. Enfin, par exemple, quand on a mis en place les rapports individuels, tout de suite, il y a des athlètes qui sont venus nous voir pour nous poser des questions sur tel et tel. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça sur tel et tel indicateur? Après, je pense que c'est dépendant à chacun et à son investissement ou intérêt aussi à l'acculturation des données et à sa performance aussi. Je vais laisser la parole à Enzo, mais c'est vrai que Enzo et toi, vous avez parlé de sens et de valeurs. Là, il me semble que plus vous allez donner du sens et des valeurs en leur signalant effectivement à quoi ça peut servir et que finalement, c'était pas des chiffres pour des chiffres, mais que vous les traitiez et que ça pouvait donner pas mal d'éléments. En tout cas, tu as bien senti la différence entre le début et la fin, toi. Oui, quand même, oui. Ok. Peut-être Enzo sur les entraîneurs, peut-être? Ouais, ouais, bah alors là, c'est tout à fait ça. Je pense que de manière générale, toutes ces informations-là, ce sont des prétextes pour pouvoir créer de l'échange euh, et communiquer. Ça reste vraiment l'intérêt majeur. Ensuite, on peut avoir les meilleurs modèles mathématiques du monde si nos interlocuteurs ne sont pas intéressés et ne voient pas d'intérêt de toute façon, ça reste inutile. Donc, c'est tout l'intérêt pour nous, c'est de créer des conditions pour que justement le travail que l'on réalise puisse servir. Et quand on voit qu'il y a un intérêt, et ben justement, on appuie là-dessus. Le travail de Clara, il a permis de responsabiliser aussi un certain nombre de personnes, que ce soit les entraîneurs ou les athlètes. Les entraîneurs, quand ils remplissent, ils doivent responsabiliser les entraîneurs aussi. Ils n'ont pas d'autre choix que de toute façon aller consulter et s'intéresser à eux. Donc finalement, ça reste un rapport de force où il faut expliquer le sens et pourquoi c'est intéressant. Et après, quand on s'intéresse à un athlète et qu'on lui montre justement qu'on s'intéresse à lui, généralement l'athlète est plutôt réceptif. Et donc c'est ça aussi qui est important, c'est la considération qu'on a envers eux. Ensuite, c'est de pouvoir réunir autour de cet athlète-là les personnes de son environnement pour discuter de sa situation et donc de comment on peut mieux travailler avec eux. Et donc aujourd'hui, l'étudiant, donc Benjamin, qui a continué en deuxième année, lui, il a responsabilisé les athlètes pour lui faire gagner du temps. Donc avant, on allait déposer les capteurs, on allait les donner dans les mains de chaque joueur. Aujourd'hui, les capteurs sont prêts le matin, les joueurs les mettent, il les démarre et il les redonne. Et donc, c'est pas une charge énorme, c'est juste de la discipline, un peu de rigueur et intégrer ça dans une routine. Et ensuite, nous, on garantit que tout le reste fonctionne et derrière qu'on fasse du lien avec le staff technique. Et au niveau des entraîneurs, de la même manière que chez les joueurs, il y a plus ou moins de réceptivité. Tout l'intérêt pour nous, ça reste de comprendre qu'est-ce qui les intéresse individuellement pour aussi
aller les chercher sur d'autres aspects une fois qu'on les a attrapés sur ce qui les intéressait en premier. Merci Enzo. Avant de te donner la parole, Fred, euh, est-ce que les entraîneurs continuent à faire leur RPE eux aussi ou pas? Tous les matins par rapport aux athlètes ou pas du tout? Oui, alors on a un fichier de planification de l'entraînement. Et D'accord. donc chaque séance est cotée, ouais. Ok, ok. Merci. Fred. Oui, bonjour, mille excuses, je suis arrivé bien en retard et peut-être ma question sera décalée. Mais tout ce que vous avez là fait sur l'INSEP, est-ce que vous avez un prolongement qui est envisagé ou qui est déjà en cours sur les pôles France Relève, voire jusqu'au pôle Espoir, puisque on sait qu'on a du bi-quotidien aussi et de nombreuses compétitions parmi tous ces badistes qui sont engagés vers le haut niveau? Je m'interrogeais même, est-ce qu'il faudrait descendre sur les tâches du dessous qui sont les joueurs à venir? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose dans les tuyaux là-dessus, ou est-ce que on considère que chez les plus jeunes, il faudra réfléchir complètement autrement par rapport aux seniors? Tu parles de quelle partie du travail plutôt sur la quantification de charges de manière générale? Bah, moi, j'ai surtout entendu là les dernières choses là sur les RPE, Ouais. mais on peut réfléchir sur l'ensemble. Mais Ouais, ouais. Alors, oui, oui, bah, de toute façon, c'est la stratégie fédérale de pouvoir mettre à disposition de l'ensemble de nos structures, qu'elles soient fédérales ou qu'elles soient des structures privées de la fédération, euh, qui travaillent avec la fédération, de leur mettre à disposition les outils qu'on développe au plus haut niveau de performance. Donc, on travaille en étroite relation avec certaines structures chez les seniors et également chez les jeunes dans les pôles France Relève et dans les pôles Espoir. Tous n'ont pas adhéré encore, mais il y a un paquet de pôles Espoir qui font en sorte d'utiliser les outils qu'on leur met à disposition, notamment dans la récolte de données, que ce soit des questionnaires du matin ou post-séance. Encore une fois, ça coûte quasiment rien, hein. C'est pas des capteurs où on investit de l'argent sur une technologie. On est sur un formulaire en ligne, sur du téléphone ou sur ordinateur. Et donc ça, c'est la méthode la plus simple et la moins coûteuse et qui est particulièrement intéressante. Donc oui, c'est à disposition, c'est déjà utilisé dans un certain nombre de centres euh, d'entraînement de la fédération et en même temps dans les pôles France Relève il va y avoir déjà à Strasbourg qui sont équipés des mêmes capteurs, des centrales inertielles, des accéléromètres, et qui vont commencer la récolte avec un jeune préparateur physique va commencer une thèse sur le sujet à Strasbourg et qui donc va reproduire aussi un peu le schéma de quantification de charge qu'on peut proposer à l'INSEP. Donc l'objectif, et même en allant jusqu'au club à venir, il faut arriver à apporter de la rigueur et dans la pratique et professionnaliser parfois pour certains. On reste quand même sur des âges plutôt jeunes, donc il ne faut pas non plus tout confondre, hein, il faut rester aussi dans le jeu. Mais il peut y avoir un intérêt notamment sur tout ce qui est suivi du pic de vitesse de croissance, développement du jeune, et comment on gère mieux la charge d'entraînement chez des jeunes qui vont se blesser pendant leur croissance ou qui vont derrière se retrouver à... C'est la problématique des hanches qu'on a à la fédération sur des jeunes garçons qui vont augmenter le volume et l'intensité d'entraînement autour de leur pic de vitesse de croissance et qui vont derrière le payer en se faisant opérer chez les seniors. Et donc tout l'intérêt de ces outils-là, c'est justement de faire du lien avec ce qu'on connaît, les douleurs également qui peuvent être déclarées, et donc l'évolution aussi de la croissance de nos jeunes dont on s'intéresse particulièrement parce qu'il y a un projet qui s'est lancé il y a quelques semaines avec Philippe Georgeon et Loïc Parlon notamment, avec quasiment 200 jeunes qui sont aujourd'hui suivis plusieurs fois par an sur leur taille et leur poids. Et donc, non, voilà.
Oui, oui, non, mais j'allais dire, c'est très bien et tant mieux. Je m'interrogeais en même temps sur l'analyse que vous pouviez faire de ces données-là qui seraient récoltées recueillies chez les plus jeunes, en me disant, mais est-ce que la, 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 la qualité de la réponse d'un senior est de même nature que la qualité de la réponse de quelqu'un de plus jeune, la maturité pouvant entrer en jeu là-dedans, la, la- les- la dimension émotionnelle étant vécue différemment selon qu'on est un peu plus jeune ou un peu plus vieux. Et c'était pour sentir, est-ce que si on analysait les données, les résultats seraient de même nature ou est-ce qu'il faudrait faire attention d'une autre manière aux résultats qui apparaîtraient, quoi, tu vois. Et des Ouais, bah différences alors, entre Clara jeunes et l'a adultes très bien seraient-elles dit. visibles? Vas-y, pardon, Enzo. Alors, à partir du moment où l'échelle est de 1 à 10 et que un jeune peut noter 8 sur 10 tous les jours parce qu'elle trouve ça difficile et puis qu'il s'entraîne 2 heures, sa charge d'entraînement pour être supérieure à celle d'un senior, ce qui n'est pas le cas. Euh, c'est pour ça qu'on a d'autres indicateurs et notamment des indicateurs plutôt mécaniques qui nous permettent de comprendre les volumes et les intensités de déplacement où là, on a des vraies différences et on a pu les mesurer quand on a posé les capteurs, notamment avec Clara et d'autres collègues lors de tournois jeunes où on a bien un effet de l'âge euh, et donc du développement physique sur ces données mécaniques via les accéléromètres. Mais si on ne s'intéressait qu'au SRPE, on aurait des données qu'on pourrait en théorie comparer entre les jeunes et les seniors, alors quand bien même la charge d'entraînement n'est- ne serait pas vraiment différente, voire celle des jeunes serait plus élevée parce que la perception de la charge serait plus élevée chez le jeune. Donc je te rejoins, après, comme tout, hein, un peu de familiarisation, un peu de connaissance de soi. Plus on commence tôt, plus c'est facile. On a des seniors aujourd'hui qui sont tous à peu près réglés, mais on sait très bien que les premières semaines, voire les premiers mois, quand ils arrivent chez nous à l'INSEP, et on peut pas, si on comparait les données du début avec les données 3 mois plus tard, on s'apercevrait qu'il y a eu une régulation des valeurs. Donc au début, il y a beaucoup de variabilité, puis finalement ça diminue. Pourquoi? Parce que généralement, bah, ils veulent, ils veulent, parce qu'ils sont jeunes, ils arrivent dans un pôle senior, ils veulent réduire peut-être un petit peu la perception de la difficulté, ils veulent montrer qu'ils résistent bien. Donc finalement, à travers leur réponse, on sent qu'il y a une régulation et on arrive, au bout de 2, 3 mois, aux réelles valeurs qui les concernent et vraiment à leur profil, à eux. Donc ça, c'est des choses qui doivent arriver aussi chez les jeunes. Après, si le jeune, on le forme assez tôt et qu'il prend le temps voilà, de se connaître, il n'y a pas de raison que ça marche pas non plus chez eux. Et puis il y a autre chose, c'est que quand bien même dans l'émotion, il pourrait changer des valeurs, il pourrait indiquer des choses qui iraient très hautes ou très basses. La loi des grands nombres fait que globalement, plus on va avoir d'informations, plus on sera en capacité justement euh, de faire en sorte que ces informations un petit peu hors de la norme aient moins de poids dans l'échantillon global. Après, la question qu'il faut plutôt se poser, c'est est-ce que si mon jeune en structure de 12 ans remplit des formulaires tous les matins, moi en tant qu'entraîneur, je suis en capacité de pouvoir l'analyser et j'en fais vraiment quelque chose. Si c'est pas le cas, il faut peut-être pas s'y mettre. Il y a probablement d'autres solutions. Tout à fait. Ouais. Merci, Enzo. Ouais. Ce que je trouve intéressant, Enzo, dans ce que Clara dit et ce que tu viens de dire, c'est la combinaison des deux, parce que s'il y en a un des deux qui joue pas le jeu, bon, ben, je crois qu'on va marcher juste sur un pied. Alors ça peut peut-être marcher, on peut garder un certain équilibre, mais peut-être pas un équilibre conséquent. Et après, peut-être que quand on parle de jeunes, c'est plus la nomination d'une acculturation dont parlait Clara, mais c'est un apprentissage.
Et l'apprentissage, on sait qu'il est plus long chez les. Enfin, il y a du temps, quoi. Et le fait que ça descende un petit peu sur les pôles France Relève, voire Pôle Espoir, ben, à l'INSEP, dans quelques années, les athlètes vont arriver, ils seront déjà habitués à faire déjà pas mal de choses, quoi. Mais comme ça existe que depuis ton arrivée, Enzo et ton équipe, et puis Clara et les autres masters que tu as eus, voilà, c'est 3 ans d'apprentissage à l'INSEP. Voilà, et fait d'apprentissage d'acculturation, je dirais, pour les athlètes, et apprentissage pour les plus jeunes, à mon avis, pour l'instant, quoi. Oui, c'est ça. Encore une fois, on est le meilleur, on est meilleur pôle olympique sur le taux de remplissage de nos athlètes. Donc, on ne gagne pas encore de médaille olympique, mais on pense que ce sont des marqueurs qui démontrent, qui témoignent d'un sérieux et d'un professionnalisme au sein de notre Mhm. collectif. Et ça, c'est important parce que euh, quand on discute avec des collègues qui ont les mêmes profils que nous dans les autres staffs, on s'aperçoit de leurs difficultés. Et nous, il y a eu l'intelligence de la fédération de pouvoir positionner des ressources directement au contact des athlètes et des entraîneurs et en même temps créer les conditions favorables pour faire en sorte de pallier à certaines problématiques. Alors peut-être que ce n'était pas leur intention initiale, mais nous, en tout cas, en étant positionnés ici, on a bien vu comment on pouvait être utile pour justement faire en sorte de pallier à tous les manques qui empêchent la quantification de la charge d'entraînement d'être quelque chose de robuste. Donc ça veut dire Mhm. aussi bien en termes de ressources, mais aussi, comme l'a dit Clara, relancer les gens. Ça prend du temps de changer les comportements humains. C'est la théorie des changements de comportement, hein, c'est de la psychologie. Donc globalement, on n'invente rien. Par contre, ça témoigne qu'il n'y a pas uniquement euh, l'intérêt de la science et de toutes les méthodes qu'on peut utiliser, qui sont des méthodes qui sont, pour la plupart, des méthodes qui sont validées scientifiquement et qui sont considérées comme des méthodes utiles. Nous, notre travail, il a vraiment été fondamentalement sur notre capacité d'ancrer ces méthodes au quotidien et de faire en sorte que tout le monde se les approprie, parce que l'autodétermination reste la porte d'entrée majeure pour énormément de choses, que ce soit dans le remplissage des formulaires le matin, comme sur l'atteinte d'un objectif, la réussite, à travers la capacité à s'engager dans des programmes de mobilité au quotidien, mobilité de hanche, je viens à l'entraînement, je prends soin de ma récupération, etc. etc. Donc c'est un tout. Et c'est là où les entraîneurs passent, les athlètes, pour beaucoup d'entre eux, restent. Et donc c'est aussi, nous, on a mis un gros paquet sur les athlètes qui finalement ne sont pas toujours ceux qui sont défaillants. Les entraîneurs, pour moi, ont une responsabilité majeure, aussi pour ne pas faire croire et espérer aux athlètes se raconter Mhm. des histoires qui nous font nous endormir le soir. Vraiment, c'est du sérieux, c'est chacun donne de sa personne, et donc c'est un projet collaboratif. Encore une fois, comme je disais, l'objectif, pour moi, essentiel, au-delà de dire c'est 5, c'est 10, c'est 15 et avoir des chiffres, c'est vraiment de faire en sorte qu'on communique et qu'il y ait un espace de partage autour de l'être humain. Ok. Merci Enzo. J'ai une petite question, Clara. Il est 13 heures, on a presque fini. Sur quoi se basent les entraîneurs, se basaient les entraîneurs quand tu étais, comme tu étais en présence des entraîneurs? Sur quoi ils se basaient pour remplir leur RPE, eux? C'est sur la veille, sur les compétitions passées, comment ils jaugeaient un petit peu la forme de l'athlète? Bah, le RPE que les entraîneurs rentraient, c'était eux, en fait, lorsqu'ils établissaient bah, leur planification. Je crois qu'en général, ils le remplissaient. Oh, j'ai peur de dire des bêtises, mais ils peuvent très bien. Là encore, aujourd'hui, je travaille avec des entraîneurs qui utilisent le même mode de fonctionnement. Et Ouais, donc, en fait, ça va être en fonction, par exemple, de leur semaine d'entraînement, de ce qu'ils ont prévu. Ils vont remplir, en fait, leur RPE en amont de la séance et ce qu'ils ont prévu pour l'athlète. Donc après, ils font en fonction bah, sûrement du cycle de charge dans lequel ils sont, oui, de la forme de l'athlète, ça vient, c'est un paramètre qui est multifactoriel, donc après, ils prennent en compte plusieurs d'accord. facteurs. Ok, ok. Ok.
Merci, merci Clara, encore une fois, de t'être libérée pour faire ta présentation. Merci pour ce que tu as fait pour la Fédé. Ok, j'espère que c'est pas fini d'ailleurs. Enzo, merci d'avoir répondu aux questions. Fred, Corentin, merci encore. Clara, si tu peux rester 5 minutes après pour juste débriefer. Ça Voilà. marche. Merci à tout le monde, merci à vous Enzo. tous. Salut! Merci Clara, merci Michel. Bye bye. Salut. Corentin, si tu peux rester aussi.